C'est une chercheuse spécialiste de l'Ukraine, des politiques russes intérieures et extérieures. Elle est également chercheuse à l'Institut français des relations internationales en charge du centre Russie-Eurasie. Bonjour Tatiana Castoué-Vajan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord parler du fondateur de Wagner, Evgeny Prigojine, qui, encore une fois hier, s'est exprimé de manière injurieuse, voire ordurière, envers la hiérarchie russe. Alors, sans que l'on sache avec une certitude absolue s'il parlait de Vladimir Poutine, de Sergueï Shoïgu ou d'autres, mais les mots nous interpellent. Il parle d'heureux grand-père, il parle d'abruti, je vais faire une traduction assez raisonnable. Ces propos peuvent-ils rester sans conséquence? Peut-il tout dire, Evgeny Prigojine? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de sanctions publiques à son égard. Il y a eu en revanche des actes qui sapent, entre guillemets, l'efficacité de Wagner. D'une part, déjà, à partir de la fin de l'année dernière, il ne pouvait plus recruter en prison. C'est plutôt maintenant l'armée russe qui le fait. Et encore, à petite échelle, même les prisonniers ne souhaitent plus aller au front parce qu'ils commencent à connaître les conditions qui règnent. Et par ailleurs, ce qu'il dénonce pendant ces derniers messages qui commencent à ponctuer nos dernières semaines, c'est le manque de munitions. Et donc, il a à la fois une certaine marge de manœuvre, il essaye de se positionner comme une force efficace et plus efficace que l'armée régulière, et en même temps, il est quand même complètement dépendant des autorités politiques, qui lui autorisent ou pas l'accès pour le recrutement en prison, mais aussi de l'armée, qui fournit ou pas les munitions. Mais on s'est beaucoup interrogé ces dernières semaines sur son lien avec Vladimir Poutine. On disait beaucoup, à tort ou à raison, vous allez nous le dire, c'est compliqué entre Prigojine et Gerasimov, le chef d'état-major, c'est compliqué entre Poutine et Shoïgu, le ministre de la Défense, entre Prigojine et Shoïgu, mais entre Prigojine et Poutine, il y a un lien de confiance, une sorte de lien direct. Est-ce que ce lien existe à votre avis ? Je pense qu'il y a un lien direct parce qu'il a commencé quand même comme le cuisinier de Poutine. Et c'est un peu l'homme des bases œuvres de Vladimir Poutine. Je pense qu'ils non seulement ils se connaissent, mais ils connaissent un peu les revers de la médaille de chacun, de ce qu'il y a vraiment derrière. Les fameux compromates, les dossiers compromettants, je pense qu'autant l'un que l'autre en détiennent. Chacun se tient. Voilà, en fait. Réciproquement, chacun se tire et se tient par la barbichette, en quelque sorte. Mais jusqu'à présent, Prigojine n'est pas allé jusqu'à la critique directe de Vladimir Poutine. Même si dans le dernier discours, en effet, il y a une mention d'un papy, d'un grand-père, et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Alors vous y voyez qui? Vous y voyez Poutine ou Shoïgu ou quelqu'un d'autre? C'est très compliqué de dire. Lui, il a proposé 3 solutions au choix, dont même une femme. Traiter de grand-père une femme, ça semble très surprenant, mais il est vrai que l'un des sobriquets, en tout cas inofficiel de Poutine, c'est un peu papy, died, le grand-père. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a vraiment derrière. Mais donc ça peut être potentiellement la ligne rouge, l'erreur de trop pour Prigojine. Jusqu'à présent, il ne l'a pas franchi, cette ligne rouge. On est encore du bon côté de la ligne, à votre avis? Il critique quasiment tout le monde, les autorités militaires, il critique aussi les élites russes. Il a fait un long article dernièrement où il dénonce le Deep State qui n'attend que d'une chose, une sorte d'accord avec l'Occident pour trahir les intérêts nationaux. Et c'est ce qu'il cherche, lui, Prigojine, à prévenir parce qu'il veut une bataille honnête, c'est ce qu'il dit dans cet article, et pas du tout une transaction malhonnête avec l'Occident qui desservirait les intérêts russes. Mais à votre avis, tout ce que fait Prigojine, tout ce que dit Prigojine, c'est issu d'un raisonnement rationnel, politique, stratégique, ou c'est plutôt l'expression d'une peur, d'une panique parce qu'il voit les difficultés à Bakhmout pour ses hommes et pour Wagner? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent en fait. Il faut revenir sur l'historique. Prigojine, son armée privée a été créée pour exécuter certaines œuvres, notamment en Afrique, où l'État russe ne souhaitait pas apparaître directement. Et petit à petit, cet outil s'est avéré efficace en Afrique, il faut le reconnaître. Et nous, les Français, on a quand même aussi appris cela, cette efficacité à nos dépens. Et donc, ils deviennent efficaces. Et Vladimir Poutine ou le Kremlin, l'administration présidentielle,
le tentent sur d'autres terrains. Ils représentent une forme de concurrence très stimulante pour l'armée. Et donc, quand l'armée n'est pas efficace, on peut toujours montrer Prigojine, jouer un petit peu sur les deux tableaux. C'est vraiment le diviser pour mieux régner. Et on sait bien que c'est ce que j'allais dire, que Vladimir Poutine aime beaucoup ça, diviser et jouer ensuite sur la rivalité des groupes. Le problème, c'est que c'est le type de créature qui commence à prendre de l'ampleur, j'ai l'impression qu'il croit en sa mission, qu'il peut vraiment faire quelque chose. Et puis, il a quand même, il faut reconnaître, un don de communication très fort. Il est omniprésent sur le terrain de communication. Il est aussi présent physiquement sur le terrain, ce que ne fait pas Vladimir Poutine. Il va sur le terrain, il va s'afficher sur les champs de bataille, dans les conditions dangereuses, à côté des cadavres de ses hommes. Il va jouer le père de ses troupes qui s'occupent de leur famille, qui s'occupent de les intérêts avec dignité, etc., qui tient ses promesses en sortant vraiment, en libérant après les peines de prison les prisonniers qu'il avait recrutés. Donc il attire un certain nombre de personnes. Pour l'anecdote, l'anecdote un peu triste, hier dans une conversation, il y avait l'un de mes collègues à Moscou qui disait qu'il a eu une conversation avec des écoliers dans une école et parmi les jeunes de 14 ans, il y en avait 3 qui disaient qu'ils aimeraient rejoindre la formation offerte par Wagner, à 14 ans. Et un qui voulait voir Prigojine comme président du pays. Pour vous dire, donc c'est quand même un type de comportement qui peut attirer, qui peut créer des adeptes. Donc c'est pas que sur les réseaux sociaux qui nous sont accessibles d'ici, c'est pas que des messages pour l'Occident, ça veut dire que ce sont des messages qui sont aussi entendus en Russie. Parfois, on se dit, est-ce que tout ça parvient jusqu'à l'oreille des Russes, puisqu'on s'interroge beaucoup sur la manière dont ils sont informés, dont ils peuvent accéder à la réalité. Vous nous dites, en fait, ils entendent ce que dit Prigojine. Ça, ils entendent ça, bien sûr. C'est sur les réseaux sociaux. Il y a les chaînes Telegram qui sont devenues vraiment très consultées depuis le début de l'opération militaire spéciale, entre guillemets. C'est ainsi que les Russes appellent la guerre en cours. Et donc, ils sont au courant et ils incarnent cette aile radicale qui critique l'action des autorités politiques comme insuffisante, comme n'allant pas suffisamment loin, comme étant prêt à composer avec l'Occident en parlant des élites. Et donc, à ce titre-là, évidemment, il y a de certaines humeurs très nationalistes qu'il incarne, Prigojine. Je voudrais qu'on change d'échelle quelques instants parce que l'actualité, c'est aussi ce qui se passe autour de la Chine. Il se trouve que le ministre des Affaires étrangères chinois est en tournée européenne en ce moment. Il y a plusieurs pays, il a fait l'Allemagne, la France, la Norvège à suivre. Il y a une déclaration hier de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui dit qu'il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse et lui demander de revenir à la raison. Est-ce que vous voyez la Chine agir ainsi? Est-ce qu'elle a la volonté ou la capacité de vraiment, comme le dit Catherine Colonna, utiliser ses relations à la Russie pour lui faire comprendre la situation? Si elle voulait, elle aurait probablement pu. Mais le problème, c'est la volonté de la Chine de jouer, en quelque sorte, avec le camp occidental pour raisonner la Russie. Je pense d'ailleurs que lors du dernier séjour du président chinois à Moscou, il y a eu probablement des déceptions des deux côtés. D'une part, le président chinois est resté assez longuement pour écouter longuement Vladimir Poutine, pour tester, sonder ses intentions. Il a dû voir l'homme qui n'est pas prêt au compromis, qui ne fait que rebâcher le même discours sur l'histoire, sur les humiliations, sur la chute de l'URSS, sur l'Occident perfide, etc. De son côté, Vladimir Poutine a dû aussi tester les intentions du président chinois pour voir que la Chine n'est pas là non plus à disposition pour secourir la Russie, pour fournir les munitions, les équipements militaires, pour investir en Russie, etc. Donc ce ne sont pas des alliés au sens premier du terme tel qu'on l'imagine. Non, en fait, la Chine, surtout, elle est là avant tout pour défendre ses propres intérêts. Et ces intérêts ne vont pas dans le sens ni de rejoindre complètement le camp occidental, ni de laisser tomber la Russie. D'où cette politique ambiguë entre les deux chaises qu'on voit depuis le début. Et les Chinois peuvent se permettre de continuer, de voir les deux camps s'affaiblir, autant la Russie que l'Occident, et en tirer le meilleur profit. Si on se place du point de vue russe, à l'inverse, est-ce que la Russie, de votre point de vue, a intérêt à se rapprocher de la Chine et à dire c'est quand même, sans être un allié total, la proximité naturelle désormais?
ou à garder une proximité avec l'Europe? Parce que l'histoire de la Russie, c'est aussi cette proximité avec l'Europe. Aujourd'hui, le vent a tourné dans le discours public consiste à dire que tout le mal vient de l'Europe, de l'Occident, de ses Donc c'est une page qui est révolue, valeurs. une histoire qui est révolue. Tout à fait, oui. Mais aujourd'hui, c'est même pas, c'est va au-delà de dire est-ce que c'est l'intérêt de la Russie ou pas. Il n'a plus tellement le choix. Le problème, il est vraiment là aujourd'hui. Donc la Russie aujourd'hui est prête à vendre à bon marché à la Chine ses hydrocarbures, de proposer des pans entiers de son marché intérieur. Par exemple, dans le domaine de l'automobile, sur les 14 marques de voitures qui sont encore présentes, 11 sont chinoises. Et les Moskvitch, les fameux Moskvitch que la Russie produit elle-même, en vérité, c'est beaucoup de composantes chinois et les Russes montent les voitures sur place. Et donc, il y a plusieurs secteurs où cette dépendance, elle devient critique, notamment dans le domaine des hautes technologies, etc. Donc, les Russes sont très demandeurs. Ils veulent cette Chine, qu'elle soit plus présente. Ça lui permet de montrer aussi à l'Occident qu'elle n'est pas seule, qu'elle a un très grand pays derrière, etc. Donc, mais c'est plus une question de choix. Quand Vladimir Poutine dit qu'il y a une guerre des Occidentaux en direction de la Russie, c'était l'un des propos qu'il a tenus à l'occasion du défilé du 9 mai. Est-ce que cette rupture avec l'Europe, avec l'Occident, elle est liée à la personne de Vladimir Poutine ou à l'histoire désormais de la Russie? Est-ce qu'il y a une rupture définitive, consommée, entre la Russie, l'Europe, l'Occident? Je pense qu'on est quand même dans un moment où, si la situation dure, cette rupture peut vraiment devenir quelque chose de structurel. Et persister au-delà de Vladimir Poutine, de consommer, en fait. etc. Voilà. Et on a vu l'interdépendance énergétique, par exemple, très forte avec l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, c'est un lien qui est très fort, qui a été rompu. Il n'existe plus aujourd'hui. En matière économique, il y a encore des entreprises qui sont d'ailleurs assez nombreuses, des entreprises occidentales qui sont présentes, mais les conditions de travail se durcissent et c'est surtout l'attitude en matière de valeurs, en matière de modèle européen, modèle occidental. Les Russes n'en veulent plus en fait. Ils voient les fragilités du modèle, ils estiment qu'il est très hypocrite et que la démocratie, les droits de l'homme, etc., ce n'est qu'un paravent pour les choses qui cachent des intérêts assez cyniques et assez pragmatiques. Il y a quelques jours, sur ce plateau, je recevais une grande reporter du Figaro, Laure Mandeville, qui parlait du risque d'effondrement de la Russie. Je vais vous citer ses propos. Elle disait « La Russie s'enfonce dans une catastrophe nationale et l'effondrement qui se profile risque de ressembler par son ampleur à la tourmente de 1917 ». Est-ce que vous voyez, vous aussi, un risque d'effondrement de la Russie, de par sa situation nationale et l'état du pays? Non, pas pour l'instant. Je pense qu'économiquement, ça peut durer encore quelques années, même si évidemment on ne parle plus du développement, de la modernisation. La Russie a perdu aussi beaucoup de ses forces humaines et ses talents, beaucoup de jeunes ont fui à l'étranger. Et même si la rentrée de la rente énergétique, la Russie vend à tarif réduit à la Chine et à l'Inde, cela permet à l'État russe de continuer à honorer ses engagements, mais évidemment les perspectives économiques sont assez sombres. L'effondrement au sens où j'entends beaucoup parler de cela, où la Russie se disloquerait en plusieurs régions, plusieurs États indépendants à la fin de ce processus. Je n'y crois pas trop, ça ce serait trop long d'expliquer pourquoi, mais quand vous regardez dans chacune des régions, même ethnique, la proportion des Russes et la proportion de l'ethnie, de la nationalité titulaire, le rapport de force il est quand même en faveur de la population russe. Ensuite, ces régions, à mon avis, ne seraient pas viables économiquement, donc ça je ne vois pas ces tendances-là. Il y a probablement des forces, mais qui sont assez marginales, qui voudraient que ce soit le cas, mais je ne vois pas vraiment de grandes tendances de fond qui pourraient mener à un effondrement de la Russie. Donc ça, c'est en revanche, juste territoriale. Le Caucase du Sud, la Tchétchénie, etc., ça, on ne peut pas exclure quand même une nouvelle déstabilisation de cette région
au cas où Vladimir Poutine serait affaibli, etc. La Tchétchénie, par exemple, ça tient avec l'accord personnel entre Poutine et Kadyrov. Et si l'un des deux n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Comment gérer cela? Il faudra vraiment beaucoup d'intelligence aux prochains dirigeants russes pour éviter une grande déstabilisation, voire une guerre. Un risque de nouvelle guerre de Tchétchénie, encore une pour le coup dans cette hypothèse. En vérité, en Tchétchénie, les problèmes ne sont pas réglés. C'est une chape de plomb, c'est une sorte de mini-dictature en Russie qui vit même en dehors du champ constitutionnel russe, même si la constitution, depuis le changement en 2020, la constitution russe n'a plus la même valeur de ce qu'elle pouvait être auparavant. Néanmoins, la Tchétchénie et son leader, ils vont encore au-delà vers un champ où il n'y a que la loi du plus fort qui agit, la loi Kadyrov, et pas du tout les lois du pays. Sur la nature du régime russe, du régime de Vladimir Poutine, quel adjectif vous utiliseriez? Il y a quelques jours, sur ce même plateau, plusieurs de nos invités échangeaient sur la question de savoir si c'est un régime autoritaire, totalitaire, s'il reste des éléments d'une démocratie pour la Russie. Quels seraient, de votre point de vue, les bons qualificatifs? Il y a un grand débat évidemment entre plusieurs chercheurs, quels qualificatifs donner, etc. C'était un régime autoritaire qui acquiert de plus en plus des traits d'un régime totalitaire, voire des traits d'un régime fascisant. On voit bien qu'il y a le culte de personnalité de Vladimir Poutine, même si c'est pas comparable avec l'époque de Staline, mais qui est là. On voit bien l'emprise sur les esprits dans les écoles, sur le monde culturel. Hier, je vous invite à lire les 2 excellents articles dans Le Monde et dans Mediapart sur ce qui se passe dans le monde du théâtre en Russie. Et donc, il n'y a plus aucune dissonance, aucune voix dissidente qui tolérait. C'est des listes entières aujourd'hui qu'on peut établir des artistes, des directeurs de théâtre qui ont été poussés en exil ou démis de leurs fonctions. Donc tous les domaines, aujourd'hui, l'État essaie de s'imposer, d'imposer une sorte de pensée unique et de punir, de proscrire tout ce qui est les comportements qui ne s'inscrivent pas dans cette grille de lecture. Mais avec un soutien de la population, c'est une question qu'on se pose depuis plus d'1 an, le début de la guerre. C'est toujours très dur. Alors quand on cite le centre Levada, qu'on dit souvent indépendant et fiable, on est frappé de voir des chiffres de soutien assez élevés malgré tout, de popularité de Poutine qui n'est pas marginale. Quel est le moteur pour lui? Est-ce que c'est le patriotisme russe qui lui permet d'avoir cette assise parce qu'il représente la Russie? Ou est-ce que tout cela vous paraît en réalité complètement tronqué, biaisé et inexact? J'ai essayé de me pencher sur la question et ce que je vois avant tout, c'est vraiment, c'est très clivé, l'opinion publique russe. Vous avez une petite minorité qui est vraiment qui est démocratique, qui est libérale et qui n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Une autre minorité veut plutôt aller de l'avant et qui estime que ce qui se passe dans le pays, les affaires vont dans la bonne direction. Et entre les deux, vous avez les gens qui sont apeurés, qui sont bernés par la propagande, qui ne comprennent pas tellement ce qui est vraiment en train de se passer et qui surtout, depuis plus de 2 décennies, n'ont vu aucune alternative à Vladimir Poutine. Combien de fois j'ai entendu pendant les dernières élections, si on vote pour Poutine, ce n'est pas parce qu'on adhère complètement à ce qu'il fait et qu'on n'a pas de critique à lui faire, mais qui d'autre? Il n'y aura pas d'alternative. Au moins là, on sait, on a la stabilité, on sait ce qu'on a, et on ne veut pas que perdre les acquis de toutes ces années. Là où il a réussi, Vladimir Poutine, c'est vraiment de se présenter comme le sauveur du pays, la seule personne qui incarne les intérêts nationaux, et il a supprimé toute l'alternative possible et même l'idée de cette alternative. Si on sort des frontières russes, nous, à notre place ici de Français, d'Européens, d'Occidentaux, on s'interroge aussi souvent sur les capacités d'ingérence russe ou d'influence russe. À l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, on l'a beaucoup relayé, il y avait une audition de la commission d'enquête de l'ancien Premier ministre français, François Fillon. On a beaucoup souri quand on l'a entendu dire « si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge ». Mais au fond, ça pose quand même la question de oui ou non,
Sommes-nous nous-mêmes à risque aujourd'hui? Quel est votre point de vue? La Russie a-t-elle, oui ou non, réellement une capacité d'influence, voire d'ingérence sur notre politique nationale ici? Bien sûr qu'elle a cette capacité d'influence et d'ingérence, et elle profite de la liberté d'expression, de parole, de toutes ce qu'elle estime être les failles démocratiques. Donc elle essaye de s'y faufiler. De nos faiblesses de son point de vue. De nos faiblesses, bien sûr, des libertés qu'on a. Ensuite, vous avez des cas différents, des personnes qu'on peut identifier, qui sont proches idéologiquement des valeurs que véhicule la Russie, même si elle-même, elle ne les respecte pas toujours. On peut avoir un grand débat sur les valeurs conservatrices en Russie, mais vous avez en Occident les gens qui estiment que la Russie incarne le chef de file du camp conservateur au niveau global. Mais est-ce qu'elle a des résultats? Parce qu'il y a des tentatives, c'est une chose. Est-ce que vous pensez qu'elle parvient à ses fins? Il y a, je finis, oui. Il y a quand même aussi un outil très important qui est la corruption, qui est l'argent. On connaît ça depuis l'époque soviétique, les valises qui arrivaient pour financer le parti communiste à l'époque. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres moyens aussi de séduire, d'acheter des loyautés. Et donc on n'est pas protégé contre ce type d'ingérence et d'influence, bien évidemment. Quand on voit les hommes politiques au sein des conseils d'administration des grandes entreprises russes, même si certains, comme François Fillon d'ailleurs, ont démissionné après le début de la guerre, mais c'était tout à fait acceptable pour eux, après l'annexion de la Crimée, d'y rester. La question ne s'est pas posée. Il ne s'est posé qu'avec le début de la guerre, où quand même il y avait une échelle vraiment extrêmement forte, un palier qui a été franchi. C'est là où ils ont quand même été obligés de réagir. Et donc vous avez évidemment les gens qui véhiculent le discours russe dans les différents pays européens, etc. Maintenant, est-ce qu'on ne voit pas le résultat flagrant avec un pays qui, par exemple, briserait le consensus sur les sanctions? Oui. Les 27, à chaque fois, et depuis 2014, votent à l'unanimité la reconduction de ces sanctions. Donc là-dessus, il n'y a pas de résultat. En effet. Un dernier mot, Tatiana Castoué-Vajan. On disait tout à l'heure, la Russie est désormais tournée davantage vers la Chine que vers l'Europe. L'Ukraine, à l'inverse, encore cette semaine, a un président qui dit il faut, c'est le moment, ouvrir les négociations pour l'adhésion à l'Union européenne. Est-ce qu'à l'inverse, vous pensez que le mouvement de l'Ukraine vers l'Europe, vers l'Occident, est irréversible et que c'est son avenir désormais? C'est ce que je pense tout à fait. Depuis 2014, je suis allée 3 semaines après le Maïdan à Kiev et ce que j'entendais, les gens étaient extrêmement fiers d'avoir été sur le Maïdan, d'avoir défendu l'orientation européenne de leur pays. C'est ce qu'ils voulaient. Ils ne voient pas, déjà à l'époque, ils ne voyaient pas l'avenir avec la Russie dans l'Union économique eurasienne. Ils ne voyaient pas l'avenir dans le modèle russe. C'est le modèle européen qu'ils voulaient. C'est la voie européenne qu'ils souhaitaient pour leur pays. Et évidemment, avec la guerre, cette tendance s'est encore renforcée. Quand on regarde les sondages, et il y a les sondages qui sont menés en Ukraine, et on voit que la part des gens qui souhaitent que le pays adhère à l'Union européenne a augmenté, mais il y a aussi la part des gens, ce qui n'était pas le cas avant la guerre, qui veulent que le pays adhère à l'OTAN, qui a augmenté aussi. Donc pour moi, ce choix de l'Ukraine est irréversible. Merci beaucoup, Tatiana Castoué-Vajan, d'avoir été sur ce plateau ce matin.